Alors, il faudra attendre un petit peu pour faire la connaissance de Léna, puisqu'elle est seulement dans la seconde table ronde. Rapidement, le temps qu'il s'installe, la présentation des intervenants de cette première table ronde sur le thème de la place de l'art dans le projet de l'école. Donc, Camille Royon, qui est salariée au Transmusical et qui est chargée d'action culturelle et de production et de ressources sur les publics, qui fait donc un travail sur le public des Transmusicales de Rennes. Raphaël de la Porta, qui est artiste avec qui on a l'habitude de travailler et qui, alors je crois, a une œuvre qui est encore possible de voir tout à l'heure, mais j'y reviendrai en fin d'après-midi, qui est photographe français, qui vit et qui travaille à Paris. Isabelle Huret-Ferré, qui est professeure d'éducation socioculturelle au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Chambray et qui est ancienne médiatrice culturelle de la Source. Nolwenn Guillou, qui est directrice et enseignante à l'école Le Blé en Herbe à Trévédan. Et donc la table ronde est dirigée par monsieur le recteur. Merci beaucoup pour faire la transition avec Jean-Luc Godard. J'aime beaucoup toujours quand on transmet les choses, se dire qu'il y a plein de gens ici, quand ils vous ont entendu dire je ne sais pas qui c'était, très bien Jean-Luc Godard, qui se sont dit mais nous on connaît très bien. Et ça c'est un vrai sujet de ce qu'on transmet ou pas. En tout cas, juste pour parler de Jean-Luc Godard 2 secondes, parce que ça nous concerne aussi. Il a été édité il y a quelque temps un tout petit ouvrage de conversation entre Jean-Luc Godard et Marcel Ophuls. Vous savez pas qui c'est? C'est un autre réalisateur, mais beaucoup plus classique que Jean-Luc Godard, qui a beaucoup travaillé sur le cinéma. Et il y a un dialogue entre eux qui est très drôle, parce que Jean-Luc Godard est quelqu'un qui parle un peu lentement comme ça, et qui provoque beaucoup, qui aime beaucoup provoquer le monde, à la fois du cinéma, de la photographie, aussi l'art tout court. Et Ophuls de lui dire dans sa conversation... Faut pas essayer non plus de se marginaliser exprès, Jean-Luc. Et Jean-Luc Godard de lui répondre, mais on se marginalise. Michel-Ange s'est marginalisé à sa façon. Le théorème de Fermat qui vient d'être démontré et qui n'avait pas été démontré depuis 3 siècles. Eh bien, Fermat avait écrit dans la marge « J'ai une merveilleuse démonstration pour ce théorème, mais je n'ai pas tout à fait la place. » Marcel Ophuls de lui dire « Oh, c'est beau ça », Jean-Luc Godard de lui répondre « Oui, mais c'était dans la marge. » Merci à vous d'être là. Je crois qu'on a l'exemple même de ce que c'est qu'une table ronde d'éducation artistique et culturelle, parce que là où vous êtes, et depuis votre expérience respective, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, en tant qu'acteur à l'intérieur du système éducatif, vous avez tous votre point de vue. Donc la place, comme c'est indiqué là, de l'art dans le projet de l'école, on a compris que c'était quelque chose de cool, mais au-delà du truc cool, quel est votre point de vue à vous et comment est-ce que vous abordez cette question, vous, de la place de l'art dans le projet de l'école? Alors je ne sais pas qui veut commencer par intervenir. Nolwenn? Oui, bonjour. Ça fonctionne, oui. Alors, moi j'aurais tendance à me dire qu'on ne peut pas séparer la question si on considère que le projet de l'école, c'est le projet de la société. Donc c'est cette vision-là qui fait que l'art en tant que le lieu, bien sûr très cool, mais qui est le lieu de la révélation de soi à soi, de soi à l'autre, de soi au monde, tout ce qu'on éprouve par cette expérience-là, c'est aussi ce qui accompagnera les élèves à être des citoyens qui sauront éprouver ce rapport au monde adulte aussi, un rapport au monde personnel, individuel, mais aussi qui se confronte à celui des autres. Voilà, c'est le projet de la société, il me semble. Voilà, c'est très bien, une petite réponse courte comme ça on va faire passer le micro sur la même question. Raphaël. Je suis donc artiste et photographe, et une expérience toute personnelle. J'ai appris que la photographie était une pratique grâce à une intervention, un pion, comme on les appelait, un surveillant qui a réouvert un laboratoire dans le collège où j'étais en banlieue parisienne. Et ça a été une révélation, ça a été une première expérience. Et plus tard, j'ai appris que c'était un métier. Et plus tard, c'est devenu une passion et mon métier. Et j'aime transmettre ça maintenant dans les ateliers auxquels je participe, avec cette même envie que j'ai dans ma pratique, qui est de
pour dire simplement de simplement se sentir au bon endroit au bon moment. Et pour ça, je mets en place souvent des dispositifs complexes ou autres, mais c'est pour ressentir ça. Et quand j'interviens, c'est pour transmettre ce ressenti. Et effectivement, on peut aller très loin en disant que ça peut changer le monde, mais voilà, c'est déjà un ressenti, une expérience extrascolaire, mais qui a lieu à l'école, ou alors, comme je l'aime beaucoup aussi, qui se passe dans la sortie, mais qui est programmée au sein de l'école. Et on passe énormément d'heures de sa vie dans les écoles et on ne se ressent pas toujours au bon endroit au bon moment. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas ce sentiment, je l'ai découvert à l'extérieur, et de pouvoir le réinsérer et de le vivre, comme ça a été dit tout à l'heure, collectivement. Ce n'est pas une expérience qu'on fait que pour les élèves, on le fait pour le corps enseignant, on le fait aussi pour soi quand on intervient dans un atelier. Et d'évoluer ensemble, que les choses ne soient pas préécrites trop à l'avance, mais qu'elles se construisent ensemble. Voilà, c'est des expériences qui peuvent être bouleversantes. On sait qu'on est dans des âges décisifs où on crée toutes nos consciences, qu'elles soient politiques, idéologiques ou esthétiques, et c'est à ces moments-là où il faut vivre ces expériences. Mais ouais, peut-être pas maintenir trop la parole, mais c'est vrai que c'est toujours troublant de voir à quel point ces frontières entre les pratiques artistiques et l'enseignement sont de plus en plus marquées. Comment, quand on va dans une classe maternelle, comment l'art, on a l'impression qu'elle est partout, sur tous les murs, sur toutes les, elle est vraiment, comment elle se raréfie après, parce qu'elle se spécialise dans certaines salles de classe, qu'elle n'occupe pas tous les couloirs, et qu'arrive au collège, il y a une déperdition totale de la pratique artistique, et qu'elle se cantonne à certains types de pratiques, et même dans ces pratiques-là, est très divisée et très limitée par rapport à la transversalité que peut être l'art pour toutes les manières d'enseigner. Et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir intervenir dans des écoles où on ne sent pas que l'interlocuteur n'est qu'un prof d'art plastique, mais peut être un prof d'histoire géo ou de sport ou autre, et le sentiment qu'on a dans les classes inférieures, on va dire, où l'art a toute sa place. Et Isabelle, vous qui êtes professeure d'animation socio-culturelle en lycée agricole. Éducation socio-culturelle dans l'enseignement agricole. Donc, c'est une spécificité qu'on ne connaît pas forcément dans les lycées. C'est vraiment la spécificité pédagogique de l'enseignement agricole. Je ne sais pas si les enseignants qui sont présents dans la salle connaissent, enfin, vous êtes tous de l'éducation nationale, pour la plupart, ou tous. Vous connaissez l'éducation socio-culturelle ou pas ? Alors, voilà, dans les années 60, quand l'enseignement agricole a commencé à poser ses pierres, l'idée était de pouvoir former un paysan nouveau, et l'idée était que ce paysan nouveau puisse se regarder par-dessus la haie. C'est un peu comme ça que ça a été défini à la base. Donc il s'agissait de faire en sorte que ce citoyen puisse avoir une pratique culturelle, mais aussi une pratique citoyenne. Et donc, en tant qu'enseignante d'éducation socio-culturelle, moi j'ai la chance de travailler donc pour le ministère de l'Agriculture, qui, dans ses référentiels de formation pour des filières techniques et professionnelles principalement, donc la pratique artistique, l'éducation artistique est au cœur de l'enseignement. À côté de ça, donc moi j'ai des heures de face à face avec les élèves. 2/3 de mon temps sont consacrés à du face à face, où on parle beaucoup de sensibilisation à l'art et à la culture aussi dans le sens large du terme, au sens anthropologique en tout cas. Et puis 1/3 de mon temps est aussi consacré à l'animation du lycée avec les élèves. Hors des temps de classe, et notamment consiste à emmener les élèves sur des sorties culturelles. Ce qui fait que mon rôle d'enseignante, c'est vraiment un travail de médiation, à la fois pendant les heures de cours, mais à côté des heures de cours.
Et j'ai la chance aussi, enfin, quand je dis je parle un petit peu au nom de tous les profs d'éducation socio-culturelle. On a la chance de pouvoir régulièrement faire venir des artistes en résidence. Et les artistes, généralement, sont relativement satisfaits de venir dans les établissements agricoles, puisqu'on a des locaux aussi qui permettent de pouvoir faire toutes sortes de créations, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout l'intérêt de la pratique artistique, de l'éducation artistique, mais encore faut-il pouvoir aussi sortir des murs de la classe. Enfin, tout à l'heure, vous avez parlé de comment faire du théâtre dans une salle où on ne peut pas faire bouger les chaises. Effectivement, ça c'est hyper important que l'artiste puisse être accueilli et qu'il puisse faire de la danse, du plâtre, de la forge, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de création artistique. Et ça, effectivement, les lycées d'enseignement agricole le permettent. Alors moi j'interviens dans le débat à double titre, puisque effectivement j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'association que Alain Kerlan a nommée tout à l'heure, l'association La Source. Moi c'est vrai que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, des connus et des moins connus. Donc je crois que derrière moi il y a tout un tas de photos qui défilent. Qui ont été prises à La Source ou aussi dans des lycées, dans les lycées agricoles où j'ai travaillé. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que à chaque fois, c'est un peu comme un voyage finalement. Cette pratique artistique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément. Enfin, on sait qu'on veut aller ensemble quelque part avec l'artiste. On monte dans un bateau, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer pendant ce voyage. Et c'est ça qui fait l'aventure humaine, l'aventure artistique. C'est ça qui fait que certains élèves, même la grande majorité, se révèlent. On parle d'intelligence sensible qui d'un seul coup ressort très, très fort. Et on est, comment dirais-je, plus que concentré ou attentif, on est complètement absorbé par la création, le processus de création artistique que les artistes nous permettent de vivre. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui sort complètement, qui est complètement à l'opposé de ce que peuvent vivre les élèves en classe. Quand ils ont un programme, quand il y a des échéances, quand il y a vraiment tout un cadre rigide à respecter, l'aventure artistique de la création donne beaucoup plus de liberté et permet à chacun de vivre une expérience intense avec son soi. Voilà. Je vais passer la parole à Camille. ma voisine. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille et j'interviens aujourd'hui aussi à double titre, je pense, parce que je suis à la fois chargée d'action culturelle au Trans. Donc, il y a une association rennaise qui organise le festival des rencontres transmusicales de Rennes et qui gère la saison culturelle de l'UBU, une salle de concert. Et par ailleurs, je suis aussi chercheuse, doctorante à l'Université d'Avignon au sein du laboratoire Culture et Communication qui travaille sur l'étude des publics de la culture. Et donc, je suis salariée au Trans sur cette double casquette, à la fois de chargée d'action culturelle et de chercheuse en sociologie et en sciences de l'information et de la communication. Et donc la place de l'art dans l'école, elle se réfléchit à deux endroits, à la fois d'un point de vue de la structure culturelle qui va aussi dans les écoles pour partager son projet artistique et culturel et mettre en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle, considérant qu'à l'école se trouvent des publics, que sont les élèves, les enseignants et les équipes pédagogiques. Et par ailleurs, d'un point de vue de recherche scientifique, la place de l'art dans l'école, elle s'évalue, puisque l'éducation artistique et culturelle ne peut que se penser en s'évaluant continuellement pour la réfléchir de nouveau, pour l'adapter, pour la rendre accessible et qu'elle soit politique publique, c'est-à-dire adaptée pour tous les citoyens.
et pour 100% des personnes qui passent par l'école. Merci beaucoup. Vous allez garder le micro. Simplement, j'aimerais bien savoir, moi, quand on travaille dans une structure comme les Transmusicales de Rennes, qui est un festival avec sa notoriété, on sait ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vous pensez dans cette structure qu'il est important, comme vous le faites, d'accueillir des classes et de développer quelque chose qui peut ressembler à des parcours d'éducation artistique et culturelle? Pourquoi est-ce que vous êtes dit un jour, on propose ça? Alors, on propose ça puisque le projet de naissance des trans, c'est la rencontre entre les publics et les artistes, et qu'il y a une envie derrière ce projet de partager une programmation artistique et culturelle, et que les personnes la connaissent. Le but, c'est pas forcément de créer des fidèles publics, mais c'est simplement de faire connaître une programmation, considérant que on est libre de choisir quand on a connaissance de ce qu'il existe. Donc c'est pour ça qu'on mène un travail de territoire qui est avant la pratique et avant la rencontre, qui est un enjeu de connaissance. Savoir qu'il y a une salle de concert, qu'il y a un festival, qu'il y a des rencontres qui sont accessibles, c'est l'objectif numéro 1. Après, que les personnes ne deviennent pas des publics, ça c'est le libre choix, mais je crois que voilà, l'objectif premier, c'est cette rencontre-là, pour avoir connaissance que ça existe, que c'est une porte ouverte et que les publics sont les bienvenus. Très bien. On va repasser le micro dans l'autre sens. Isabelle, moi j'aimerais savoir par rapport à nos collègues de l'éducation nationale, comment votre rôle, qui est quand même très singulier, vous l'avez fort bien décrit, de professeur d'animation socioculturelle, d'éducation socioculturelle, même si effectivement il y a une part d'animation dans notre mission. Comment est-ce que c'est perçu par l'ensemble de vos autres collègues au sein de la salle de classe, de la salle des profs plutôt? Alors effectivement, c'est là où le bas peut blesser. Enfin, tout dépend des établissements. Il y a des établissements où les équipes sont entièrement convaincues du bien fondé de l'éducation socioculturelle. Après, force est de constater que malheureusement, on est encore trop souvent un peu considérés comme les profs de gommettes. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas très sérieux finalement ce qu'on fait en éducation socioculturelle. En plus, on fait venir des artistes qui ont une drôle de manière de s'habiller, une drôle de manière de penser, une drôle de manière de fonctionner. En plus, généralement, enfin, quand on met en place des résidences artistiques, eh bien nous, en tant qu'enseignants, on est là pour faire l'interface entre l'artiste et la classe. Donc, c'est-à-dire qu'on est présent pendant toute une semaine de résidence artistique. Donc, on fait modifier l'emploi du temps. Donc, ça met un peu le bazar dans la routine. On est un petit peu le caillou au fond de la chaussure qui fait boiter. Alors, moi, j'aime bien, au contraire, avoir ce rôle-là, mais c'est pas le cas forcément de tous les collègues. Et c'est vrai que quelques réformes, de nouvelles réformes ont eu lieu récemment, notamment sur une filière qui est assez connue dans les établissements agricoles qui s'appelle Sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, où c'est vrai que toute la part artistique et culturelle est en train de se réduire, et qu'il faut quand même, il faut pas qu'on baisse la garde finalement. C'est compliqué parce qu'à l'intérieur même de la maison, on n'est pas forcément toujours soutenu. Ne me regardez pas, je ne suis pas votre recteur. Non, je sais bien. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas malheureusement encore l'unanimité. Mais je pense qu'on peut élargir le débat au-delà de l'enseignement agricole, dans l'école en général. Effectivement, est-ce que tout le monde a envie de vent debout de défendre l'éducation artistique, malgré tout le bien qu'on sait tous voilà.
Voilà, donc on passe le micro à notre artiste. Moi, la question est, vous avez compris, sur la place dans un projet, la manière dont on se représente les autres. C'est important pour moi de vous poser la question de comment vos autres collègues vous voient au sein d'une équipe. Moi, j'ai envie de vous interroger, vous, sur la manière dont vous voyez le monde enseignant quand vous intervenez quelque part. Est-ce que vous faites une représentation ou vous dites j'y vais, puis je verrai bien? Quelle idée vous faites dans la manière dont vous pensez être attendu ou moins attendu? Mais j'y ai passé quelques années aussi à l'école, donc c'est une expérience je sais ce que c'est que l'école, je sais ce que c'est que d'être un élève, je sais l'appétit que j'avais pour tout ce qui, comme je disais tout à l'heure, qui était déjà extrascolaire et qui pouvait et c'est quelque chose que j'ai souvent recherché, voire provoqué même en tant qu'étudiant, donc être invité par un centre d'art comme ici, par Gwynsegal, à soit intervenir dans une classe, dans une MJC, soit de faire venir une classe au studio Gwynsegal, par exemple, qui est un acte complètement différent. Là, c'est nous qui accueillons quand ça vient. Et moi, comme les élèves, comme les professeurs, on sort de notre zone de confort. Je ne suis pas dans mon atelier, on n'est pas dans la salle de classe, et la relation prof-élève peut basculer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette hiérarchie, vous savez aussi, de devoir enseigner. On participe, tout le monde participe, en tout cas dans mes ateliers, j'aime que tout le monde participe, et je peux poser des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, et on va les chercher ensemble. Et ça c'est des choses, je n'ai pas eu souvent ce genre d'expérience à l'école, d'être en dehors de tout confort. Et donc le but de sortir de cette zone de confort, c'est de bouger certaines frontières entre les disciplines. Quand on fait un atelier, même si ma pratique est photographique, j'ai pas l'impression que le photographique est la place la plus importante des ateliers. Il y a une grande part, comme là, d'être dans un théâtre pour parler. Il y a une grande part de théâtre dans les ateliers aussi. Il y a une part de mise en scène, de travailler, de parfois être le modèle, de parfois être... de devoir interagir, de prendre la parole dans des groupes à géométrie variable, et tout ça, tous ces élans créatifs, de faire circuler la parole et pour articuler après un langage qui est par l'image, et en dehors du rapport écrit, oral de l'école. On est dans des moments où on sent des personnes être différents entre le moment où ils sont revenus et puis nous-mêmes, on vit des expériences qui me font du bien aussi en tant qu'artiste, d'aller me confronter à une altérité plutôt que d'être une altérité connue, c'est-à-dire qui est déjà vécue, et plutôt que d'être enseignant dans une école d'art où on sait qu'on a face à nous déjà des artistes, des gens déterminés, ce potentiel de toucher, d'évoluer ensemble, d'articuler des langages nouveaux, est beaucoup plus stimulant en tout cas pour moi que dans mon milieu professionnel. Ouais. Et encore une fois, on casse ces barrières professionnelles, amateurs, qui est artiste, et on met en réseau des idées. On a toujours l'impression que le génie créatif a les idées. Non, les idées, on les a parce qu'on vit dans une société, parce que culturellement, on est influencé par, et dans les ateliers, on partage les idées, on se les transmet, on les fait évoluer, on ne sait plus d'où elles viennent, on sait juste qu'on a vécu un moment, et que par cet échange collectif, quelque chose est né. Et encore une fois, de ne pas trop mettre d'importance à la finalité. Malheureusement, c'est pas une phrase à prendre au niveau philosophique, c'est vraiment à prendre au sens pratique. La finalité, c'est très important à placer. On en manque dans nos manières de placer nos choix, mais dans un atelier, c'est surtout le comment on y va plutôt que le résultat qui est important. Que ce soit à la fin une exposition, un spectacle, une conférence, un livre, peu importe le vrai engagement dans un atelier, dans un workshop, dans un masterclass, c'est le cheminement. Et dans d'autres types d'enseignement, moi je fréquente beaucoup les milieux scientifiques par ma pratique, je m'intéresse à la notion essentielle de progrès, et je fréquente beaucoup de scientifiques. Or, j'ai jamais suivi ce cursus-là, et pour une simple raison, c'est que les sciences étaient enseignées en fonction du résultat. On était sanctionné en fonction du résultat. Tous les scientifiques que je rencontre, les astrophysiciens du CERN, de l'Observatoire de Paris ou ailleurs, quand on discute, ils ne parlent jamais de résultats, ils me parlent de comment ils y vont, du cheminement.
Et je m'y retrouve beaucoup dans ma pratique artistique. C'est ça que je recherche. Et j'aurais aimé qu'on m'enseigne d'autres disciplines comme les sciences, avec cette créativité-là que je retrouve en fréquentant les laboratoires et des gens qui font la science. Merci beaucoup. Je pense, d'ailleurs, j'en profite pour dire effectivement que c'est aussi la philosophie de la réforme du baccalauréat. Place le casquette recteur, de pouvoir mélanger des disciplines. Pardon, c'est pas un sujet que je veux justement extrêmement consensuel. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si cette réforme sera réussi un jour, c'est bien parce qu'on aura compris qu'on peut à la fois suivre un cursus en arts plastiques et avoir aussi une spécialité maths ou sciences. En même temps, moi j'ai pris quand j'étais recteur à Nice d'avoir eu affaire un jour à un jeune homme qui allait rentrer dans la réforme du baccalauréat et qui me disait « j'hésite encore entre faire dessinateur de manga et pilote, et donc cette réforme est faite pour moi ». Et me disant d'ailleurs que sur pilote, il allait hésiter entre pilote de ligne ou pilote de chasse selon la position de Donald Trump, mais que dessinateur de manga, en tout cas, il était sûr de lui, il ferait un manga un jour, donc il avait besoin de ça. Je trouve que c'est très intéressant d'imaginer qu'on n'est pas une tête, une seule, mais plein d'esprits en même temps, et c'est aussi ce qu'un dans l'éducation artistique et culturelle. Il y a quelques années est sorti un très beau livre d'ailleurs signé Emmanuel Vaillant qui s'appelle Bonne nouvelle de l'école. Emmanuel Vaillant qui est journaliste au Monde et qui a fait un tour de France de l'école publique en essayant de voir dans l'école publique toutes les belles expériences qui pouvaient exister en France et j'allais dire nous encourager. D'ailleurs j'ai dit l'autre jour à Jean-Michel Blanquer vous devriez lire ce livre parce qu'il est vraiment formidable et dans ce livre on trouve une expérience formidable qui est celle de l'école de Trébédan. Vous voyez un peu l'art de la transition, parce que c'est une école qui est vraiment construite, j'allais dire, on est vraiment au cœur du sujet, autour d'un projet d'éducation artistique et culturelle. Je m'exprime ainsi, en tout cas, c'est pour ça que j'étais venu vous voir à l'époque. Je n'étais pas recteur en région Bretagne, mais j'étais venu vous voir exprès parce que c'était ce sujet, et j'aimerais bien, qu'est-ce qui vous a donné un jour l'idée de construire votre projet d'école autour d'un projet d'éducation artistique et culturelle, ou avec, ou pour ? Alors précisément, je reviens sur la première phrase, c'est-à-dire que c'est un projet de société, c'est-à-dire un vrai ancrage dans la réflexion sur si on mène des apprentissages auprès des élèves, si on fait écosystème autour de notre école, c'est précisément parce qu'on veut mener un projet collectif, partagé avec une compréhension des individus et une expression des individus dans ce projet collectif. Donc forcément, à un moment donné, il nous a semblé que l'art était un vecteur évident de cette construction-là. Alors, au demeurant, moi je suis enseignante en maternelle, donc j'ai la chance qu'effectivement il y ait de la création partout, hein, mais au demeurant, je suis quand même avec cette image de la maîtresse des gommettes en permanence. Pour nous, en maternelle, il y a un vrai travail. Ça fait 20 ans qu'on mène des projets de cet ordre-là sur Trébédan, avec une affirmation sociétale forte. J'insiste parce que je crois que c'est une mission de l'école que de faire société. Donc, construire, accompagner des élèves à être citoyens et faire société maintenant et maintenant pour demain. Je sais pas si c'est... Voilà. Et donc, cette affirmation, il me semble nécessaire, parce que sinon, on oublie un des acteurs dont on ne parle pas beaucoup, c'est les familles. C'est-à-dire, quelle perception ils vont avoir de l'ensemble des activités qu'on va mener, là, vous le disiez, par rapport aux ateliers. Alors, ça peut être entre collègues. Nous, on a cette chance-là qu'on n'a pas de difficulté entre collègues, puisque sur les 3 classes, on est en cohérence complète. Mais il y a ce regard posé par les familles sur... mais que vous dites, les jeunes aussi, c'est pas vraiment de l'école. Et pour autant, il y a des attentes qui sont placées sur l'école qui sont fortes de la part des familles. Donc, réancrer de la confiance sur ce projet-là et de l'affirmation pour dire que l'art est ce vecteur de construction de la société, il y a tout un travail d'accompagnement. Et pour ça, le biais qu'on a trouvé, c'est d'éprouver ensemble et d'explorer ensemble, de ressentir ensemble cette expérience artistique. C'est-à-dire de convier aussi l'ensemble des acteurs à partager les expériences artistiques, tout simplement. Voilà. Alors, ça fait 20 ans, donc chaque chose prend du temps, mais je crois qu'on y est un peu arrivé maintenant. Voilà. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, tous les 4, enfin... presque 4, je vais le dire comme ça, c'est que vous avez tous la sensation, quand je vous écoute en prenant la casquette analyse de discours, qu'il faut pratiquement justifier un projet d'éducation artistique et culturelle, qu'il faut toujours se battre pour ça, qu'il faut vraiment avancer, j'allais dire quasiment quelquefois
malgré les institutions, alors que, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine en tant que recteur, vous représentez l'institution. L'institution au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire une institution, pour moi, c'est ce qui fait baisser le niveau d'anxiété dans une société. C'est ce qui fait qu'on se parle tous en toute tranquillité, puisque nous sommes protégés par notre institution qui permet toutes les expériences. Pourquoi est-ce que vous avez néanmoins, quelquefois, un vocabulaire qui est quasiment un vocabulaire de combattant pour l'éducation artistique et culturelle? Moi, on me qualifie quelquefois de militant, ce que je trouve dommage, parce que dès l'instant où on pense que c'est militant, ça exclut tous ceux qui ne le seraient pas des militants. Alors que je pense vraiment, quand on est en réunion de recteur, on dit, et que le ministre va dire on va parler d'éducation artistique et culturelle, j'ai mes 29 collègues qui se retournent vers moi, je leur dis non, moi je parle pas, c'est vous. Moi franchement c'est fait, je suis convaincu, donc c'est pas mon affaire. Pourquoi ce vocabulaire-là? Alors peut-être, moi j'ai pas la sensation d'avoir un discours de combattante au sein de l'institution que je représente aussi. C'est au sein de la société, peut-être davantage, sur l'image que représente l'école, mais qui est un combat c'est l'histoire d'une représentation qu'on a faite de l'école, hein, qu'on a construite aussi collectivement. Alors je sais pas de quelle façon l'école, les enseignants, les représentations qu'on avait ou les mises en œuvre qu'on a faites ont contribué à cette représentation-là. Toujours est-il que l'attente qui est placée, enfin c'est tel que je le ressens sur le terrain, hein, l'attente qui est placée ne correspond pas encore à être prêt à entendre que la création artistique, l'expérience esthétique, ça fait partie des actions qu'on doit mener à l'école pour accompagner sur les apprentissages. Donc c'est pas du tout, enfin moi mon regard est pas du tout en ce sens-là sur l'institution en réalité. C'est plus l'image, quand je parlais de l'accompagnement des familles, hein, mais qui est une rassurance, je trouve assez légitime, parce que l'inquiétude est légitime, donc voilà, c'est en termes de communication peut-être. Moi, je veux bien rajouter que, effectivement, pour que la pilule passe un petit peu mieux auprès des collègues, certains, hein, là, je suis en train de faire ma mauvaise langue, mais quand même, il faut presque effectivement toujours justifier de tous les objectifs, enfin de tout ce qu'on va pouvoir tirer d'une pratique artistique. Qu'on va, si on fait un atelier de cinéma d'animation, on va pouvoir faire du français en écrivant le scénario, on va pouvoir faire des maths en calculant le nombre d'images qu'il va falloir pour faire le film, etc., etc. Et que c'est seulement après avoir mis en place justement tous ces arguments éducatifs que là, éventuellement, que là, les choses du coup passent un peu mieux. Mais l'art en tant que tel, qui ne justifie pas qui n'est pas communication, qui n'a pas besoin de justification extrinsèque. Ça, c'est une citation que vous connaissez certainement. Eh bien, ça marche pas. Ça marche pas. Le public n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut justifier, oui, il faut l'expérience artistique l'expérience esthétique en tant que telle, qui n'est pas, qui ne va pas donner de résultats. Je reprends des choses que j'ai lues. Juste avant de venir dans un magazine qui s'appelle Champ culturel, justement, qui est édité dans le cadre de l'éducation socio-culturelle, à la question qu'est-ce qu'un arbre ? Effectivement, la réponse scientifique peut être très simple. Par contre, quand on demande à des élèves de décider qu'est-ce qu'un arbre, effectivement, là, on va avoir une multitude de réponses, et c'est ça qui trouble, finalement, c'est que la société a besoin veut des réponses rationnelles, et tout ce qui se passe en dehors de la case, dans la marge, justement, eh bien, ça trouble, ça perturbe. Voilà. Donc en fait, c'est un encouragement à être troublé aussi, qui est très intéressant. On aurait pu poser la question, qu'est-ce qui n'est pas un arbre ? Là, elle est encore plus complexe et extrêmement troublante, mais absolument passionnante. C'est pas le nom d'arbre qui est forcément... bref. Camille, vous vouliez...
Oui, je voulais ajouter des choses à ce que vous dites. Sur la question du combat, nous, en tant que structure culturelle, les trans, on a pu faire des résidences en milieu scolaire qui ont, pour certaines, été des combats parce qu'on était en négociation avec des équipes pédagogiques, avec des artistes pour que tout rentre bien dans les clous et que les élèves puissent avoir accès à cette résidence, etc. L'évaluation de deux résidences ont permis de repenser la manière dont on envisageait ce dispositif. À la base, il était imaginé sur 1 an et reposait uniquement sur une résidence artistique. Depuis l'année dernière, on a entamé un projet de résidence artistique et culturelle, donc c'est les trans en résidence, pendant 3 ans. Donc l'année dernière, on était sur l'année 1, qui est l'année de la rencontre avec un territoire, avec un collège, avec un EHPAD, avec une école de musique, avec toutes ces personnes avec qui on travaillait déjà. L'aboutissement a été d'écrire un projet tous ensemble. Là, on commence l'année 2, toujours avec ces mêmes partenaires. Et au sein du collège, on accueille une résidence d'artistes pendant 10 jours qui vont préparer leur spectacle et l'aboutissement sera le passage aux trans. Et sur une deuxième partie de l'année, ces mêmes artistes vont travailler avec une classe de 3e et vont créer des morceaux. L'année prochaine, ce seront les collégiens qui seront devenus lycéens, puisqu'on travaille avec toute une cité scolaire, qui nous proposeront une restitution qui sera la leur. Ce sera peut-être un festival, ce sera peut-être un concert, je n'en sais rien. Ils seront bien libres de choisir. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la place de l'art dans l'école, elle est très souvent désirée, très souvent voulue, mais elle n'est pas toujours... il faut qu'elle se fasse, en fait, cette place. Et elle se fait en apprenant à se connaître entre artistes, avec les équipes pédagogiques, avec les parents aussi. Et c'est vrai que par rapport, par exemple, l'année dernière, moi je rencontrais l'équipe pédagogique, je voyais des réticences qui étaient nombreuses sur l'inquiétude par rapport à un programme pédagogique, l'inquiétude par rapport au fait que des élèves ne seraient peut-être pas impliqués parce qu'ils n'auraient pas envie, etc. Ou alors la peur aussi parce que aussi les trans qui arrivent dans un établissement scolaire, on pense au festival, on pense aux musiques actuelles, on se demande mais pourquoi dans un collège, pourquoi dans un EHPAD, tout ce genre de questions. Et l'année 1, cette année dernière, a permis de s'écouter mutuellement, de voir les inquiétudes et de penser cette année-là, qui est en train de commencer, où il se passe quand même des choses qu'on n'avait vraiment pas prévues. Par exemple... Hier, j'étais au sein du collège, je discutais avec l'équipe pédagogique et il y a une professeure qui ne fait pas partie de l'équipe pédagogique avec qui je travaille habituellement qui me dit « Ah mais c'est super, moi je suis professeure d'anglais, j'ai rencontré les artistes, ils m'ont envoyé leur texte, donc le texte des artistes est en français, on est en train de les traduire avec ma classe de 6e. » Je fais génial. Il y a un autre professeur qui arrive, un prof de techno, qui me dit moi je suis en train de construire un plan en 3D avec mes élèves de 5e de la salle de concert de l'UBU, donc la salle rennaise, puisque comme les 3e passent en concert à la fin de l'année, ce serait bien qu'ils faisaient une maquette pour bien s'entraîner sur qui sera placé où dans la salle. Et en fait, d'avoir travaillé 1 an avec cette équipe pédagogique, ça a permis aussi au personnel et aux équipes de s'intégrer, de connaître le projet et de savoir ce qu'on avait à proposer. Et c'est vrai que réfléchir les résidences sur 3 ans, je trouve que ça change aussi on se met moins la pression et ça change complètement la donne dans les liens qu'on tisse et dans les aboutissements aussi qu'on peut espérer des dispositifs d'éducation artistique et culturelle. Merci beaucoup. L'autre jour, lors d'une réunion du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle dans le groupe de travail auquel vous étiez, Martine et David, on a beaucoup parlé justement de la problématique d'artistes en résidence et comme je vous ai remarqué assez gentiment, il nous arrive de le Haut Conseil d'avoir des lettres, des courriers d'établissements qui nous disent on est censé accueillir un artiste en résidence, en fait il est jamais là et donc il faudrait peut-être que vous développiez la notion de temps de présence artistique dans l'établissement et en fait moi je trouvais cette question très intéressante parce qu'on démultiplie l'idée que ce serait très bien d'accueillir des artistes en résidence, que je pense effectivement très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, ce que serait pour vous l'idéal d'un temps de présence artistique en établissement ? De quoi vous avez besoin en fait quand vous arrivez en résidence ? Est-ce qu'une résidence, et comment vous concevez une résidence d'artiste ?
c'est un mot que j'entends tout le temps, résidence. C'est-à-dire que dès qu'un artiste, là je suis en résidence actuellement, je pense, parce que dès qu'un artiste met un pied quelque part, il est en résidence. C'est chic, quoi. La résidence, c'est un lieu où on vit, il y en a des mythiques. J'ai eu la chance d'être à la Villa Médicis, qui est la plus belle des résidences qui puisse exister. Et ça se mérite, c'est un concours national. Voilà. Mais quand on va quelque part en tant qu'artiste, on n'est pas toujours dans l'état d'esprit d'être en résidence. On vient travailler avec, et pour moi l'idéal c'est d'arriver évidemment dans une structure qui a envie, qui est accompagnée aussi, parce que en général pour que ça se passe bien, il faut que ce soit un petit peu préparé, et donc ça se passe. Les meilleurs ateliers, c'est justement quand un centre d'art est déjà un lieu ressource, ou un musée comme un lieu ressource où cette pratique a une certaine régularité, et nous on vient pour redynamiser ça et apporter ce qu'on peut apporter, mais le travail de fond est très très important, des structures, voilà, et ça permet un dialogue, une construction des projets, de réajuster nos délires avec cette volonté de tout pouvoir faire en quelques jours, de le réajuster, mais pour le mieux, d'avoir une connaissance, mais sans le jugement, d'une connaissance des publics qu'on va rencontrer, et de mieux aiguiller le projet pour le laisser le plus ouvert possible. Ça, c'est des très bonnes conditions. Et les moins bonnes, effectivement, ça va être de remplacer un prof pour 2 heures, quoi, d'être accueilli à coups de règles qui vont dire « Maintenant, vous l'écoutez !» Et on a une classe de collégiens à gérer pendant 2 heures. Et ça arrive aussi. Ça peut faire partie des invitations. Et ça peut donner de très bons résultats. Mais c'est quand même mieux quand on est bien accompagné, bien préparé, et qu'il y a ce désir. Et pour ça, ça demande, oui, de s'intéresser à déjà toutes les offres qu'il y a culturellement de possibles dans les villes, dans les régions, et pour permettre ces sorties. Mais voilà. Oui, la résidence, non, je pense qu'il faut inventer d'autres mots, d'autres termes, et surtout, dans les parents d'élèves, il y a des fois déjà des artistes, donc que les écoles soient, comme elles le sont parfois à la maternelle, déjà ouvertes au cercle de personnes qui s'arrêtent devant l'entrée chaque matin, d'essayer de créer un peu moins de porosité dès le primaire, et encore plus après au collège, qui est d'être au coup, enfin voilà, d'avoir un peu plus que le carnet de correspondance pour dialoguer, d'essayer de trouver des moyens parce qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient pouvoir participer, pas seulement dans les classes de leurs enfants, mais dans les écoles qui fréquentent chaque enfant. Et ça, c'est déjà une magnifique résidence. Ouais. Alain Carlan était là il y a quelques années quand nous présentions pendant le Festival d'Avignon la charte de l'éducation artistique et culturelle. Merci d'ailleurs pour cette table ronde qui était mémorable aussi pour nous. Et à cette époque, on avait beaucoup insisté sur justement un des articles de la charte qui portait, comme vous êtes en train de le dire, sur la place aussi des parents et des amis. Pour vous, un projet d'éducation artistique et culturelle, c'est un projet qui associe aussi les parents et les amis, c'est-à-dire le cercle amical des élèves. Tout le monde, elle est pour tout le monde cette question. Une expérience personnelle, je pense qu'on parlait de révélation esthétique, et je pense qu'un de mon premier souvenir d'école, c'est un père en classe maternelle qui est venu avec une guitare. Il n'était pas spécialement guitariste, il a dû faire bling et blong en nous montrant les 4 cordes qui composaient sa guitare, et ça a été c'est un de mes plus grands souvenirs d'école. Donc ça se joue à peu de choses, il n'y a pas besoin d'être... voilà, et c'était juste une petite anecdote. Alors moi, il me semble avoir dit déjà, oui, que nécessairement, c'est pas seul, et c'est pas dans... accueillir, c'est bien, mais de renvoyer l'image d'une école fermée, c'est assez aussi cruel, quoi. Donc si on ne sort que... c'est pas du tout minimiser le fait d'aller au musée, mais pour des actions spécifiques, ouvrir l'école se prend aussi volontiers. Et donc c'est vrai, moi je me fais la réflexion aussi, c'est pas là encore pour comparer des systèmes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur le primaire, on a quand même cette habitude-là
soit qui s'est gagné, soit qui s'est pas perdu en tous les cas, mais parce que structurellement c'est sans doute plus aisé aussi, tout simplement. Voilà, il n'y a qu'un seul enseignant, donc maîtriser notre temps de classe, c'est assez simple. Des modifications sur l'emploi du temps, voilà, banaliser une semaine autour d'un projet artistique, on peut le faire facilement. On est maître de notre temps, quoi. Donc après il y a des questions de dossiers qu'on remplit, mais on est maître davantage. Donc c'est vrai que pour nous l'idée de travailler avec des partenaires, de convier les familles à mener des projets, d'organiser le temps sur des projets spécifiques, c'est assez évident en réalité. Donc, et je crois que sur la table ronde de l'autre fois, on avait parlé de la capacité transformatrice de ces actions, voilà, de l'éducation artistique et culturelle, et d'assumer le fait que l'école, lorsqu'elle mène ce type de projet, a aussi une capacité à transformer l'écosystème dans lequel elle est. Donc alors là, j'ai l'exemple, moi, du Club de l'Amitié. Il y a Didier Pidou qui est là, qui est du Conseil en architecture, urbanisme et environnement des Côtes d'Armor, avec qui nous travaillons, partenaire officiel de l'école de Trébédan depuis 20 ans, non négligeable, et avec qui on a commencé des actions donc depuis 20 ans avec le Club de l'Amitié, c'est-à-dire les anciens du bourg, d'un bourg de 400 habitants, zone rurale, où là, de façon évidente, la création artistique n'arrive pas de soi, en réalité. Et on a pris des entrées un peu biaisées, enfin voilà, une entrée du travail de la terre, parce que là il y a une vraie fierté voilà, pour les anciens. On a commencé à bêcher le jardin ensemble, et maintenant les anciens font de la danse de création avec les élèves, avec des danseurs professionnels, des danseurs amateurs, des chorégraphes. Ils ont même dansé pour l'inauguration de l'école. Donc il y a avec une telle fierté, une telle émotion qui se dégageait, que là l'école peut être fière, je crois, je ne parle pas de mon école, mais l'école avec un grand E, de la capacité qu'elle a à agir sur son écosystème et d'élever, effectivement, d'accompagner et d'élever l'ensemble de l'écosystème. Et pour ça, obligatoirement, il faut s'ouvrir à l'ensemble des partenaires. Par rapport à cette question, peut-être... Oui, le projet de l'art dans l'école doit forcément se transmettre. D'un point de vue pratique aussi, pour que les parents, les amis soient au courant, soient à l'écoute et se disent que oui, parfois leurs enfants vont sortir en soirée, vont partir en tournée, vont faire des choses qu'ils n'auraient pas fait s'ils étaient dans une autre classe ou à un autre moment. Mais voilà, transmettre cette information, c'est aussi faire en sorte que le projet puisse avoir lieu. Et d'un point de vue plus général, inviter les familles, inviter les amis et inviter aussi les élèves concernés d'un dispositif de AC, c'est faire en sorte que tout le monde soit concerné, tout le monde soit invité. Et tout à l'heure, vous posiez la question de pourquoi les structures culturelles font des projets de AC. C'est aussi pour ça. Il y a rien de plus beau qu'un élève qui dit moi cet après-midi je suis venue au trans, ou à n'importe quel, je parle des trans parce que c'est ce que je connais, mais je suis venue à un festival avec ma maman et c'est moi qui lui ai fait découvrir. L'enjeu de transmission quand il se joue des élèves jusqu'aux parents, il est extrêmement important, il est à valoriser et le fait de communiquer aussi sur ces projets permet ce partage-là et cette transmission-là. Je ne sais pas si vous voulez réagir également. Oui, enfin, moi, c'est plus compliqué, en tout cas, dans l'enseignement agricole, de pouvoir faire participer les parents, enfin, qu'il y ait cette synergie, puisque la plupart des élèves sont en internat et habitent quand même assez loin de l'établissement. Ceci étant dit, de toute façon, il y a toujours un moment de restitution publique qui permet justement de valoriser alors, si c'est pas le cheminement, en tout cas la production qui a été obtenue par le travail des élèves. Donc on essaye dans ces cas-là effectivement d'y associer, d'inviter un maximum de familles et puis le corps enseignant. Par contre, le bien fondé d'associer les parents, ça effectivement, moi je l'ai vécu quand je travaillais à la source, puisque comme cette association fondée par Garouste travaille avec des écoles. Enfin, c'est quand même pas le plus gros pourcentage des actions culturelles qui sont menées. Là, c'est à peu près 35%. Et le plus grand nombre d'ateliers se fait pendant les vacances
Et donc là, on est plutôt sur le pôle social. Et effectivement, quand ce sont les enfants, comme tu le disais, qui encore 5 minutes. Et quand ce sont les enfants qui deviennent les médiateurs, qui deviennent les passeurs, eh bien, on a gagné, quoi. C'est clair. Il nous reste 5 minutes. C'était pour moi. Voilà, le modérateur, comme le mot est mal choisi, le modérateur, en fait, je suis censé... Alors, est-ce que dans les 5 minutes qui restent, est-ce que moi aussi, j'ai le droit de citer René Char ? Tout le monde a le droit de citer René Char. Parce que, voilà, pour parler d'expérience esthétique, moi j'aime bien cette citation de René Char qui est « Seules les traces font rêver ». Voilà, pour moi c'est vraiment hyper important. C'était une très courte citation de René Char. Non, mais je sais. J'ai eu l'occasion de discuter un jour avec Paul Veyne, qui avait écrit ce très beau livre sur les poèmes de René Char en ses poèmes, et il avait passé un deal en tant que professeur d'histoire. J'essaie d'expliquer un petit peu ce que René Char explique dans ses poèmes. René Char lui avait dit d'accord, mais à chaque fois que vous vous trompez, je vous donne un coup de rosier. C'était une expérience un petit peu particulière, mais visiblement ça a fait un très très beau livre aussi. Voilà. Bref, ça c'est René Char aussi. C'était une manière d'inventer de la poésie, une manière de toute façon toujours très torturée, avec des phrases courtes, contrairement à moi là tout de suite. Puisqu'il nous reste 5 minutes, je pense que c'est important aussi que vous puissiez avoir 4 minutes. Vous êtes 4. Un mot de conclusion par rapport à ce sujet. Il est terrible. Je sais que Michel Roussel est très vigilant sur le temps. Non. Je me limiterai, moi, à une petite citation de fin. Peut-être une citation de fin pour vous, les uns les autres. Quelque chose que vous auriez envie de dire au-delà des questions qu'on vous a posées. Est-ce qu'on peut s'auto-citer ? C'est-à-dire avoir une réflexion ? Non, c'est pas de la citation, c'est de la réflexion. Non, je reste sur cette image il faudrait avoir l'impression où c'est chouette, hein, les activités artistiques, parce que précisément on a l'impression que c'est pas l'école. Parce que moi je le prends c'est assez dur à entendre quand on est enseignant, parce que voilà, sur la posture qu'on peut avoir et l'image de l'école, je trouve ça assez dur. Pour autant, c'est peut-être parce que c'est une expérience à part qu'elle vaut, que le chemin est à part, et que c'est aussi pour ça que ça peut pas être juste l'enseignant qui la pratique. Il faut aussi qu'il y ait cet autre partenaire qui est l'artiste, pour qu'elle fasse sens pour les élèves, qu'elle soit ce temps un peu hors temps de l'expression. Après, notre travail à nous, c'est de reprendre tout ce qu'on aura capté ou développé chez les élèves pour le mettre en œuvre dans d'autres temps. Voilà, mais sur cette expérience-là, peut-être dur, mais c'est un mal nécessaire. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps et j'ai le même défaut. Mais j'aime l'idée des marges, et c'est vrai que de placer ces activités, certes dans les marges, mais savoir où est-ce qu'on met les marges dans nos vies. Est-ce qu'on ne les met pas au cœur de nos vies, justement, ces expériences, et l'école qui occupe beaucoup de nos temps en tant qu'enseignant, en tant qu'élève, qui occupe un moment de croissance essentiel de nos vies. Voilà, toute opportunité de vivre ces marches intensément, justement de rompre avec des temps imposés et de pouvoir s'offrir plus et de jouer sur l'élasticité du temps qui peut être offert sur ces ateliers. C'est de placer des marges, des temps immémoriaux, parce que voilà, on l'a eu tout à l'heure, les témoignages, on sait que c'est à ces moments où on se forge et que ça peut transformer un être humain. Oui. Voilà. Moi, j'ai déjà cité, c'était un petit peu ma conclusion finalement, cette citation de René Char, qu'on bouleverse peut-être pas intégralement la vie des individus, mais en tout cas, de toute façon, effectivement, on reste dans la mémoire de tous les jeunes qui passent en pratique artistique, oui. Eh bien, moi, je vais conclure avec des mots de John Dewey, qui a déjà été cité précédemment par Alain Carlan, qui exprime dans son ouvrage Expérience et éducation l'idée que l'éducation, elle n'est pas seulement pour les élèves, elle n'est pas seulement pour les enfants, mais pour l'ensemble des personnes qui prennent part à un projet pédagogique et à un projet d'éducation artistique et culturelle. Et l'envisager comme tel, ça permet d'éviter de mettre des personnes
personnes dans certaines positions. Et ça permet d'envisager l'éducation pour tous, à tous les niveaux et dans un même projet. Mais voilà, ça va conclure en tout cas cette table ronde. Moi, je vais faire ma petite citation aussi. J'aurais aimé vous citer Simenon et l'affaire Saint-Fiacre et vous dire combien, quelquefois, tant de culture, si peu d'éducation. Mais je fais référence à ce livre, allez le lire. Mais j'ai plutôt envie de vous citer un tout petit passage de Rilke parce que lundi, quand j'étais interrogé au Sénat sur la place de l'éducation artistique et culturelle, j'ai lu ces quelques lignes. Une petite pièce, au milieu, à table sous la lampe, 2 enfants face à face, penchés à contre-cœur sur leurs livres. Ils sont tous les deux loin, loin. Les livres cachent leur évasion. De temps en temps, ils s'interpellent pour ne pas se perdre dans la grande forêt de leurs rêves. Dans la pièce exiguë, ils vivent des destinées bariolées, fantastiques. Ils combattent et ils sont vainqueurs, rentrent chez eux et se marient. Apprennent à leurs enfants à être des héros, meurent même. Et moi, je suis assez buté pour voir là une action scénique. C'est de Rilke, c'est une note sur la petite mélodie des choses. Je trouve que c'est très beau. On m'a dit, mais pourquoi vous citez ça ? Peut-être que c'est très important aussi que nos politiques entendent et lisent Rilke et arrêtent de poser la question de à quoi ça sert l'éducation artistique et culturelle.